Première partie, les libertés, conditions de la souveraineté de la nation. Et tout d'abord, les libertés, ça sous-entend les libertés individuelles. Si les libertés de conscience et de culte sont acquises dès la Révolution française, la liberté individuelle est ponctuellement remise en question et la liberté d'expression souvent bafouée. La monarchie constitutionnelle se caractérise dans l'ensemble par un plus grand respect des garanties légales que l'Empire. La Restauration, toutefois, prononce en quelques mois plusieurs milliers de condamnations politiques au lendemain des 100 jours. Sous le Second Empire, la loi de sûreté générale du 27 février 1858 autorise entre autres l'arrestation et la déportation sans jugement d'un individu condamné pour délit politique depuis 1848, ainsi que des peines contre les personnes qui se seraient concertées en vue d'agir contre le gouvernement. En 1848, 1851 et 1871 réapparaissent les répressions massives et les lois répressives conjoncturelles, comme les juridictions d'exception se multiplient suite aux insurrections, aux révolutions ou aux guerres. Tous les régimes, jusqu'en 1881, sauf très brièvement la Deuxième République, contrôlent sévèrement la presse politique, dont le rôle s'affirme dès la Restauration. La presse des notables, en effet, devient le lieu d'élaboration des programmes politiques, voire d'organisation des campagnes électorales, en l'absence de véritables partis politiques. Elle doit satisfaire à de lourdes obligations financières, cautionnement, droit de timbre, et administratives, autorisation préalable. Les délits de presse, nombreux, sont mal définis. Davantage que la censure proprement dite, réelle entre 1814 et 1819, et plus sûrement qu'elle, l'autorisation préalable et le système des avertissements permettent de limiter le nombre de titres et d'interdire l'expression par voie de presse d'opinions jugées dangereuses, et ce jusqu'à la fin du Second Empire. Liberté individuelle, liberté collective. La Constitution de 1791 reconnaît la liberté des citoyens à s'assembler comme un droit naturel et civil, mais la limite aux associations politiques car la loi Le Chapelier interdit toute coalition et formation d'associations professionnelles. Le Code civil ignore le droit d'association et le Code pénal le réprime. Son article 291 interdit le fonctionnement de toute association non autorisée de plus de 20 personnes. Après les troubles qui marquent les débuts de la monarchie de Juillet, la loi du 10 avril 1834 aggrave l'article 291, visant désormais toutes les associations. La Constitution de 1848 reconnaît le droit d'association, suspendu en juin 1849 pour les associations politiques, et à partir de novembre 1851, le gouvernement peut dissoudre les associations qui, sous couvert de bienfaisance ou de secours, dissimuleraient des activités politiques. Le Second Empire les surveille encore davantage tout en favorisant l'existence des sociétés de secours mutuels contrôlées par les notables. Dans le contexte de libéralisation que connaît l'Empire dans les années 1860, la loi du 25 mai 1864 supprime le délit de coalition du Code civil. La grève est autorisée, mais l'association ouvrière reste sous le coup de l'article 291. Si l'association professionnelle demeure longtemps proscrite, elle n'en est pas moins active. Le syndicalisme est un fait incontestable depuis au moins les années 1830. Pour contourner l'obstacle, le chapelier, il s'est coulé dans les formes acceptables des confréries, des sociétés de secours mutuels ou des chambres syndicales, surtout pour les métiers urbains comme les doreurs, les relieurs, etc. Maintenant, parlons des libertés locales. Depuis 1800, préfets, sous-préfets, maires, conseillers généraux et municipaux constituent une chaîne de pouvoir strictement imbriquée, chacun de ces éléments étant nommé par le gouvernement ou ses représentants. Une très forte centralisation caractérise cette organisation administrative mise en place par Napoléon Bonaparte dans le cadre départemental. Elle perdure, malgré les voix qui dénoncent dès la Restauration ce despotisme administratif. Quelques projets proposent une réforme de l'administration territoriale, mais jusqu'en 1830, rien n'est fait pour réduire l'autorité absolue des préfets qui nomment les conseillers et les maires. L'article 16 de la Charte révisée promet des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif. Par la loi du 21 mars 1831, les conseils municipaux sont élus par les citoyens les plus imposés de la commune, et celle du 22 juin 1833 adopte le même principe pour le choix des conseillers généraux.
Au cours des années 1830, les attributions des conseils généraux s'accroissent, mais le préfet détient cependant l'essentiel des pouvoirs. Entre 1831 et 1847, tous les 3 ans, près de 3 millions de Français votent, et tout autant que l'essor de la sociabilité populaire et la multiplication des cercles, des chambrées, des mutuelles, des sociétés de cabaret, l'exercice de la citoyenneté politique au niveau municipal contribue au développement de la conscience politique. Le département acquiert une personnalité juridique en 1838 et la loi du 10 août 1871 étend les compétences des conseils généraux qui voient leur pouvoir de décision renforcés, notamment en matière d'équipement. Depuis le début du XIXe siècle, les pouvoirs locaux se construisent à l'intérieur des pratiques juridiques que suppose le jeu des propositions, délibérations et décisions et permettent de faire émerger une sorte de parlementarisme local. La vie politique nationale est ainsi confisquée au profit d'une élite étroite, mais une vie locale plus démocratique se développe dans ce cadre. Les pouvoirs des préfets, importants, sont renforcés au début du Second Empire. Ils nomment ou proposent à la nomination les maires, les instituteurs, les commissaires de police et le bureau du Conseil général. Dans les faits, ils évitent dans l'ensemble de heurter les notables et tiennent compte de l'autorité locale des députés. Les responsabilités des assemblées territoriales s'accroissent progressivement, notamment par une loi de 1867 qui limite l'exercice de la tutelle préfectorale et du régime de l'approbation préalable imposé aux communes.